On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 2 décembre. Le variant Omicron bien parti pour devenir la forme dominante du coronavirus. Après l'Afrique du Sud, l'Europe a son tour gagné par la contagion. Pour l'heure, c'est le variant Delta qui pousse les États à durcir leurs restrictions, notamment pour l'entrée sur le territoire des États-Unis, annonce faite à l'instant par Joe Biden. L'Allemagne, elle dit adieu à Angela Merkel, cérémonie à Berlin avec une bande-son un peu surprenante. La chanteuse punk Nina Hagen s'est faufilée dans la playlist. Moscou et Washington actent leur désaccord lors d'une rencontre au sommet à Stockholm. Échange Blinken-Lavrov alors que les États-Unis soupçonnent toujours Moscou de vouloir envahir l'Ukraine. On va en parler dans un instant, il est 21h à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Un entretien qualifié de franc. Anthony Blinken a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. L'occasion pour le secrétaire d'État américain d'évoquer les différends, notamment à propos des soldats russes que Washington soupçonne de vouloir envahir l'Ukraine. La Russie, elle réaffirme son attachement à sa propre sécurité. Écoutez. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Et on retrouve pour France 24 Gulliver Krag dans le Donbass, cette région de l'Est de l'Ukraine où depuis 7 ans maintenant l'État et les forces séparatistes pro-russes sont bloqués dans ce qu'il est convenu d'appeler une forme de paix froide. Où en est la situation sur place, Gulliver ? Je pense que l'appeler une paix froide, malheureusement, ce n'est pas vraiment le terme exact puisqu'il y a des combats tous les jours et ceci depuis plusieurs années maintenant, 7 ans maintenant, et qui intensifie de l'avis de presque tout le monde dans la région, mais sans pouvoir vraiment le chiffrer depuis le printemps de cette année. Mais pour ce qui est des dernières 24 heures, l'armée ukrainienne déplore un soldat décédé à Novotroïtske, qui est entre Donetsk et Mariupol, donc au sud de Donetsk, et un soldat blessé ce matin. Le soldat blessé est à l'hôpital et ses blessures ne menaceraient pas la vie. Voilà pour le dernier rapport des soldats ukrainiens sur ce qui se passe sur la ligne de front aujourd'hui. Là où je me trouve, je suis à 24 km de la ligne de front et on a entendu des tirs d'artillerie au loin. Ce soir, la propriétaire des chambres d'hôtes où je loge m'a dit qu'elle a l'impression d'en entendre de plus en plus souvent et de plus en plus bruyamment depuis quelques semaines. Quel est justement le sentiment que vous ressentez dominant auprès de ces Ukrainiens aujourd'hui ? Le refrain que j'ai entendu de la plupart des gens à qui j'ai parlé depuis qu'on est arrivé, c'est « on n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'y croire et on n'a pas envie d'y penser ». Ces gens vivent dans la spéculation d'une réinvasion, si vous voulez, de la part de la Russie ou d'une escalade vraiment sérieuse de ce conflit depuis maintenant plusieurs années. Et il y a tout le temps des raisons de penser qu'il va se passer un truc. Et ils ne veulent plus y penser, ils ne veulent plus croire à cela. Ceci dit, les Ukrainiens vivent aussi en sachant que Vladimir Poutine n'est pas du tout content de l'orientation occidentale de l'Ukraine, des choix qui ont été faits par la démocratie ukrainienne, que Vladimir Poutine aimerait que la Russie augmente de manière très significative son influence sur l'Ukraine et on se demande quels sont les moyens qu'il a l'intention d'utiliser pour ce faire. Évidemment, accumuler les forces armées de la Russie juste de l'autre côté de la frontière constitue une manière de mettre la pression sur le gouvernement ukrainien et donc on se demande jusqu'où Vladimir Poutine est prêt à aller. Est-ce que les déclarations des États-Unis comme quoi il y aura des sérieuses conséquences s'il va trop loin, c'est quelque chose que Vladimir Poutine va entendre et aussi beaucoup d'Ukrainiens se demandent quelles sont les intentions de leur président Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il s'apprête à faire des concessions, Un discours qu'il a fait mercredi, donc hier, a été sujet à toutes sortes d'interprétations différentes.
Merci Gulliver Krag, correspondant de France 24 en Ukraine et actuellement à Memrik, donc dans cette région disputée du Donbass. À mes côtés, pour en parler, Florent Parmentier, expert en Europe centrale et orientale. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Florent Parmentier. Ils ont raison, ces Ukrainiens, de craindre, et avec eux, une partie des Occidentaux, une possible invasion russe. Alors je pense qu'il faut faire peut-être d'abord l'historique. Rappeler qu'au printemps dernier, printemps 2021, on a eu cette menace d'un conflit imminent, etc., qui avait été fait. Fort heureusement, la crise n'avait pas dégénéré outre mesure. Néanmoins, on sent bien qu'on a deux narrations différentes. Il y a d'un côté une partie, en tout cas, des informations que nous avons qui vont plutôt dans le sens de l'idée d'une Russie qui est là pour intimider le pouvoir ukrainien. Et donc, pour intimider le pouvoir ukrainien, qu'est-ce qu'on fait? On place finalement des troupes au sud, du côté de la Crimée, on en place à l'est, on en place au nord, et on essaie de montrer à l'Ukraine que, tout simplement, il y a là un pays qui a une souveraineté limitée, c'est-à-dire si vous allez trop loin dans un rapprochement avec la Russie, avec l'Union européenne et l'OTAN, si vous laissez, etc., n'oubliez pas que nous sommes là et que nous avons une capacité de nuisance qui est très forte. Ou, deuxième interrogation, est-ce qu'on est en face de quelque chose qui va plutôt en fait, de l'ordre de la confrontation et d'un prélude à un conflit? Et là, on peut se dire après tout que masser des troupes n'est jamais totalement innocent. Un certain nombre, s'il fallait trancher, un certain nombre d'éléments laissent plutôt penser qu'on est dans une démarche d'intimidation, qui est un prélude, tout simplement une discussion, non pas avec l'Ukraine directement, mais plutôt avec un sommet de chefs d'État, comme ça avait eu lieu en juin dernier à Genève, sommet de chefs d'État donc entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Mais on vient d'entendre Gulliver Krag à l'instant, des combats se déroulent quotidiennement dans cette région du Donbass. Qu'est-ce qui empêche la Russie de donner un avantage décisif à ses forces séparatistes pro-russes? Eh bien, il faut se demander si la Russie est vraiment intéressée par un conflit. Il y a un conflit qui a continué, malheureusement. Un conflit de basse intensité. On a entendu un mort hier et malheureusement, depuis le début, on est sur 13, 14, 15 000 morts aujourd'hui. En tout cas, on est sur quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc le conflit de basse intensité existe. Est-ce que les différents acteurs ont intérêt à un conflit de haute intensité, c'est-à-dire à une invasion de la Russie? Militairement, ce n'est malheureusement pas un problème pour la Russie. C'est-à-dire qu'elle a les troupes, elle a les moyens, elle a l'armement qui pourrait lui permettre d'occuper l'Ukraine si c'était l'objectif. Mais il y a des coûts qui sont associés à ce type d'opération. Et en gros, ce qui retient probablement la Russie aujourd'hui, c'est que la conquête d'un territoire, c'est une chose. Le fait de pouvoir se maintenir sans être contesté et sans avoir le monde entier qui serait très suspect vis-à-vis des agissements russes partout ailleurs, c'en est une autre. Et on voit bien que ce qui bloque la Russie, c'est finalement un certain niveau de pression de la part de l'OTAN, de la part des Européens, de la part des Américains. Et donc, il y a là un dilemme. Soit on continue ce niveau de pression pour éviter que le conflit ne dégénère, mais il y a toujours un risque qui est celui finalement de l'erreur de calcul, de l'erreur d'interprétation. Et donc c'est sur cette corde raide finalement que se retrouvent Américains et Russes, jusqu'où on peut aller d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qui amène probablement à la nécessité, en tout cas c'est comme ça que c'est interprété, nécessité d'aller vers une rencontre de chefs d'État entre les États-Unis et la Russie, sachant que la diplomatie russe aujourd'hui laisse totalement de côté la diplomatie ukrainienne qui n'est plus une vraie interlocutrice en quelque sorte à leurs yeux. Le scénario que cherche à éviter la Russie, vraisemblablement, manifestement, en tout cas dans les propos, c'est celui d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et plus encore à l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, cette perspective est définitivement écartée? Non, elle n'est pas définitivement écartée. Et donc finalement, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait que c'est la Russie qui demande des garanties de sécurité, alors que finalement c'est l'Ukraine qui est occupée? Il y a là quelque chose qui a un retournement très particulier. Il faut voir, je crois, 3 éléments, très brièvement. Le premier, c'est que l'armée ukrainienne s'est renforcée. Elle a aujourd'hui des drones turcs qui lui ont été mis à disposition. L'OTAN est beaucoup plus présente en mer Noire qu'il y a encore quelques temps. Des bombardiers stratégiques américains ont volé à 20 km des frontières de la Russie. Donc en gros, la blague qui circule à Moscou consiste à dire en quelque sorte, si vous n'écoutez pas M. Lavrov, vous écouterez M. Shoigu. M. Shoigu étant le ministre de la Défense de la Russie. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette ligne de crête très compliquée entre d'un côté poser un rapport de force,
pour ensuite être en mesure de discuter, d'arracher des concessions sur le Donbass lui-même, et probablement, en tout cas c'est ce qu'essaie de faire la Russie, sans demander l'avis des Ukrainiens eux-mêmes. Vous voulez dire que la Russie a des raisons légitimes aujourd'hui de se sentir acculée par l'OTAN ? Disons que c'est aussi le comportement de la Russie qui peut susciter des craintes de la part des membres est de l'OTAN et qui explique en quelque sorte que l'OTAN renforce sa présence sur l'est du continent. Toutefois, militairement, je crois que personne au sein du quartier général d'OTAN ne pense sérieusement attaquer le territoire russe. Et donc c'est là-dessus, on peut voir qu'il y a cette double tension en fait entre d'un côté la Russie qui estime avoir été humiliée par tout simplement par l'OTAN et par la position, mais il y a aussi un discours victimaire. Et donc il faut savoir voilà, que la Russie cherche aussi à utiliser finalement ce statut particulier qui a été le sien pendant les années 90 pour dire voilà, tout simplement qu'elle a le droit en quelque sorte à des formes de contrepartie sur l'organisation de la sécurité en Europe. Biélorussie, Ukraine, il faut s'attendre à davantage encore d'activisme de Vladimir Poutine vis-à-vis des Européens ? Ce qu'on a pu voir sur la Biélorussie, en fait, est quelque chose de très particulier, puisqu'à la fois Vladimir Poutine est contraint de soutenir la Biélorussie, mais plus la Biélorussie que le président Loukachenko. Ça veut dire qu'il y a là peut-être une marge de manœuvre quand le président Loukachenko lui-même sera amené à quitter le pouvoir. Et donc, on voit bien que le président Loukachenko a été recadré dès lors qu'il disait qu'il allait, en quelque sorte, couper l'approvisionnement en gaz des Européens, tout simplement parce que cette menace n'était pas sérieuse. Et il a été recadré par la Russie tout de suite. Donc, on voit à ce niveau, voilà que... La Russie ne tire pas forcément toutes les ficelles, mais elle a les moyens, en tout cas, de poser des lignes rouges. Elle a les moyens de poser ses lignes rouges. Propres alliés. Merci beaucoup, Florent Parmentier, d'avoir été avec nous. On ignore toujours s'il crée davantage de formes graves. Le variant Omicron sera en tout cas majoritaire sous peu en Europe dans les tout prochains mois si les tendances actuelles se confirment, estime le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour l'heure, c'est toujours l'autre variant, le Delta, qui est à l'origine d'une flambée des contaminations dans l'hémisphère nord. Tour d'horizon par Amine Babaïssa. Inde, Nigeria ou encore Islande, la vigilance est de mise aux quatre coins du globe. La faute au variant Omicron qui continue de se répandre et pourrait rapidement devenir majoritaire en lieu et place du variant Delta. Il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du Conseil scientifique plutôt après, en début 2022. Beaucoup d'incertitudes autour des caractéristiques de ce nouveau variant. Les données concrètes sur Omicron sont encore rares, mais les autorités européennes de la santé disent qu'il serait plus contagieux que les souches précédentes. En Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois la semaine dernière, Omicron est déjà dominant. Les autorités déplorent depuis une propagation exponentielle du virus. Le fait d'être contaminé antérieurement protégeait contre Delta. Et avec Omicron, ça ne semble plus être le cas. Nous pensons que les vaccins protégeront toujours contre une maladie grave. Partout alors, on cherche à intensifier les efforts pour limiter l'impact d'Omicron. Les États-Unis lancent une campagne urgente de tests et de rappels. La Corée du Sud impose de nouveau une quarantaine obligatoire à tous les voyageurs étrangers. L'Allemagne met en place de lourdes restrictions aux personnes non vaccinées et envisage la vaccination obligatoire dans tout le pays. L'Organisation mondiale de la santé annonce qu'il faudra plusieurs semaines pour mieux comprendre ce nouveau variant, mais pour l'heure, elle se veut optimiste. Aucun cas d'Omicron documenté en Europe n'a contracté de forme grave de la maladie. Angela Merkel, elle fait officiellement ses adieux à l'Allemagne, même si elle restera encore formellement au pouvoir le temps d'expédier les affaires courantes. Une cérémonie a lieu à Berlin. On fait le point sur place avec Anne Maillet. Un instant très solennel qui se déroule selon un protocole très strict. Il s'agit du cérémonial militaire le plus prestigieux de l'armée allemande, une tradition héritée du 19e siècle à laquelle la chancelière sortante a apporté une note très personnelle, voire même un peu détonnante. Conformément à la tradition, Angela Merkel a eu le choix des titres interprétés par la fanfare de l'armée allemande et elle a choisi notamment ce titre de Nina Hagen, une chanteuse punk est-allemande, un tube qui a fait fureur en ex-Allemagne de l'Est dans les années 70 et donc un clin d'œil
au passé de la chancelière et à sa jeunesse peut-être un peu plus rebelle qu'on ne pensait. En tout cas, avec cette cérémonie entourée des ministres qui l'ont accompagnée tout au long de ces 4 mandats, Angela Merkel tire donc sa révérence, ou du moins symboliquement. Elle continuera, vous l'avez rappelé, de gérer encore quelques jours les affaires courantes. Son successeur, Olaf Scholz, ainsi que le nouveau gouvernement composé des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux entrera en fonction mercredi prochain, le 8 décembre. Le pape François lui appelle l'Europe à dépasser ses divisions. Il était en visite à Chypre au moment où l'île méditerranéenne, membre de l'Union européenne, fait face à une nouvelle crise migratoire. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, l'affiche du second tour de la primaire Les Républicains a de quoi surprendre. Les adhérents ont placé en tête le député des Alpes-Maritimes, connu pour ses positions droitières. Il devance de moins d'1 point la présidente de la région Île-de-France. Suivent dans un mouchoir l'ancien négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et enfin, loin derrière, Philippe Juvin, le médecin à l'hôpital Pompidou. Voici l'affiche surprise pour le second tour de la désignation du candidat LR. Contre toute attente, Éric Ciotti arrive en tête dans un mouchoir de poche devant Valérie Pécresse, puis Michel Barnier, Xavier Bertrand termine 4e, Philippe Juvin loin derrière. À son arrivée au QG des Républicains, Éric Ciotti ne boude pas son plaisir, il voit dans ce score le résultat de sa fidélité au parti. Je ne vous ai jamais quitté. J'étais au Trocadéro aux côtés de François Fillon. J'ai toujours été aux côtés de Nicolas Sarkozy, de Laurent Wauquiez et aujourd'hui de Christian Jacob. L'arrivée en tête d'Éric Ciotti est aussi la victoire de l'aile la plus droitière des Républicains, martelée à coups de formules choc dans ses meetings. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France. La réponse, c'est la prison et l'avion. Le député des Alpes-Maritimes affrontera donc la présidente de la région Île-de-France qui estime ce soir être la mieux placée des deux pour rassembler les militants LR. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Valérie Pécresse défend aussi une ligne ferme sur l'immigration et joue surtout la carte de la femme d'action. Mon principe, c'est dame de fer, FAIRE, comment on fait pour y arriver? Je ne recule pas face à la rue. Je n'ai pas la main qui tremble face aux ennemis de la République. Valérie Pécresse pourra compter sur le soutien des 3 candidats malheureux qui ont tous appelé à voter pour elle, et notamment celui qui faisait figure de favori. Pour ma part, je voterai pour Valérie Pécresse et je souhaite que le rassemblement se fasse pour Valérie Pécresse, derrière Valérie Pécresse. Le second tour commencera dès demain. On connaîtra le candidat LR à la présidentielle 2022 samedi. La WTA, l'organisation qui chapeaute les tournois de tennis dans le monde, refuse désormais tout engagement vis-à-vis de la Chine. Il n'y aura plus de tournois donc disputés sur le sol chinois dans l'immédiat. Une réaction à la disparition de la joueuse Peng Shuai. Elle avait dénoncé l'agression sexuelle dont elle s'est dit victime de la part d'un haut responsable du Parti communiste chinois. Cette pratique de la disparition d'opposants ou de personnes gênantes est courante dans la Chine de Xi Jinping. Elle porte même un nom, la résidence surveillée dans un lieu désigné. Les explications de Charles Pellegrin et David Gilberg. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient.
À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020. En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les deux premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier. Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir.